Salut, moi c'est Jean Pacher. Franchement, vous êtes ridicules avec vos histoires de qualité et vos vêtements super chers. Moi, j'achète toutes mes chemises chez The Roux de Fred et M&M's et tous mes collègues disent qu'elles sont très belles. Et je les porte depuis 4 ans, donc ça dure longtemps. Vous êtes des pigeons et la qualité, c'est surfait. Oh putain, Jean Pacher, c'est Nicolo et pour ce sapristi numéro 3, tu vas prendre un sacré tarif. Bon, on commence par les bases. C'est quoi la qualité? Eh bien, le niveau 0 absolu, la réponse que te donnera n'importe quel passant si tu fais un micro-trottoir, c'est de te dire la qualité, c'est quand ça dure longtemps. Et effectivement, la durabilité est un facteur de qualité. Sauf que selon mon dictionnaire magique appelé premier résultat d'une recherche Google, la qualité ça veut dire plus que ça. La qualité c'est une manière d'être non mesurable d'une chose qui donne une valeur plus ou moins grande. Tiens. Si t'es malin, t'as déjà remarqué 2 trucs dans cette définition. D'abord, on parle de valeur en fonction d'une manière d'être. Et ce que ça veut dire, mon gars, c'est que la qualité, c'est tout ce qui est bien dans un truc. Tout. Et moi, j'applique la même vision pour les fringues. S'il y a plein de poches et une membrane contre la pluie et que tu trouves ça bien, bah c'est une forme de qualité. Si tu trouves que c'est beau, original et de bon goût, c'est aussi une forme de qualité. Si t'as une couture sur le bas de ton jean pareil qu'en 1900 et que ça apporte une authenticité qui te fait kiffer, c'est de la qualité. Si ça a été produit à Paris où des gens ont un salaire minimum 9 fois plus élevé qu'au Maroc et que tu trouves ça bien, c'est aussi de la qualité. Si c'est plus doux et soyeux et que t'es content, c'est aussi de la qualité. Mi capisci? Bref, tout ce qui a demandé un effort supplémentaire à quelqu'un du côté de la marque sur le produit, c'est de la qualité. Et le deuxième truc qui devrait te faire tiquer, c'est le terme non mesurable. C'est-à-dire que malgré toutes tes tentatives de dresser un tableur Excel où tu vas rapporter le coût de ta chemise par port en faisant une estimation bancale de sa durée de vie basée sur rien du tout, ah si, je te jure, il y en a qui font vraiment ça, tu pourras jamais exprimer la qualité d'un vêtement avec un nombre objectif, mesurable, définitif, bref, rassurant. Maintenant, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est essayer de te montrer quelques-unes des très nombreuses raisons d'apprécier plus de qualité dans une fringue et donc potentiellement de payer plus cher, oui. Et on va essayer d'aller au-delà de la simple idée de durabilité et de tenue dans le temps. Parce que quand t'achètes un vêtement, t'es pas juste en train d'acheter un flotteur pour tes toilettes sur Bricorama que tu veux juste changer le plus tard possible. Non, t'es en train d'acheter une seconde peau dans laquelle tu manges, travailles, sociabilises, séduis, fais la fête et surtout te croises dans le miroir toute la journée. C'est ton interface avec le monde autour de toi. La seule chose qui se situe entre ta peau nue et le monde extérieur. Mais allez, ok. Faisons un petit topo sur la durabilité pour commencer. Gna, ma chemise elle dure 4 ans pour 20 €. Alors, déjà, mettons quelque chose au clair. Personne n'est à l'abri d'une bonne expérience, même chez une marque bas de gamme, d'une part, et d'une autre, l'opinion d'une poignée de personnes non renseignées sur la qualité du vêtement ne constitue pas un gage de qualité en elle-même. En des termes plus clairs, je m'en fous que toi et tes 3 potes du club de pétanque vous ne jurez que par la première marque que vous avez trouvée au coin de la rue, sous prétexte qu'aucune de leurs chemises ne soit encore décousue entre vos mains. Ce n'est pas un échantillon statistique significatif, ça ne te dit rien sur la quantité totale de défauts qui surviennent au sein de l'ensemble de la production sur des milliers de pièces, ni à quel point ça arrive souvent sur les autres produits que tu n'as pas achetés. Et surtout, ça ne te dit pas jusqu'où la marque s'estimera responsable le jour où ton produit a un problème. Bah oui, ça, tu sais pas ça. De la même façon, si tu vas avec ta mamie très riche chez Hermès et qu'il y a un fil qui se découd sur ton manteau, ça veut pas dire que c'est l'heure de crier au scandale. Tous les produits au sein d'une même marque ne sont pas égaux et tous les exemplaires d'un même produit sont soumis à la possibilité d'un raté. Bref, quand on juge de la solidité d'une marque ou bien d'un produit, on cherche pas à connaître les exceptions. On cherche à savoir si la marque est fiable en règle générale ou bah pas trop. Et surtout, je trouve que ton seuil d'exigence est quand même vachement bas. Encore heureux qu'un produit remplisse la fonction basique pour laquelle tu l'achètes. En l'occurrence, tenir sur toi plusieurs pores sans se désintégrer. Bah oui, c'est normal. Les produits pas chers sont quand même pensés pour te donner un minimum de satisfaction, sinon ça se vendrait juste pas. Pour autant, comme pour ton steak de supermarché et ton steak chez le boucher, bah y a tout un tas de différences entre les deux. Et la question c'est surtout, est-ce que tu as envie de les connaître ou pas? Enfin, il faut savoir que la durabilité n'augmente pas de façon entièrement proportionnelle à la qualité générale et à la gamme de prix. Et surtout, que ça dépend du type de produit. À un moment, ça plafonne. Par exemple, sur un costume, on va dire que ta durabilité augmente quand tu commences à avoir des coutures correctes, puis des tissus corrects, puis quand tu passes à du semi-entoilé, puis de l'entièrement entoilé, puis après ça s'arrête de grimper assez vite en fait. Non, les coutures à la main et les tissus précieux sur les costumes à 1200 €, même quand le prix est justifié, ne vont effectivement pas transformer ton costume en armure en Kevlar. Mais ça apporte d'autres choses. Sur les chaussures, par contre, je te dirais sans hésiter que chaque euro de plus investi te sera rendu en pure rentabilité de durée de vie. Jusqu'à un plafond aussi élevé que, allez,
350 € environ. Alors que sur le t-shirt, la durabilité sera plus très différente entre le t-shirt haut de gamme et le t-shirt d'entrée de gamme. En fait, dès que tu dépasses le seuil de qualité en deçà duquel ton t-shirt va devenir minuscule au premier lavage ou que la matière toute pourrie va se détruire en 2 pores, ça change plus grand chose sur la durabilité. Maintenant que c'est fait, j'aimerais dire ce qui m'agace dans les réactions comme les tiennes, Jean pas cher. Une fierté mal placée. Explique-moi pourquoi t'es fier de toi quand tu me dis « Ah ouais, tu trouves que ma chemise elle est sympa ? Eh ben pourtant c'est Zara. » Tu as même des gens qui mettent un point d'honneur à faire savoir à tout le monde que leur fringue coûte le moins cher possible. Tu veux quoi? Tu veux une médaille? Cette réaction est ultra commune et plutôt bien acceptée socialement. Et moi pourtant je trouve ça aussi bête que celle des gens qui sont fiers d'avoir payé leurs fringues chères ou de les avoir achetées chez un non connu. Quand j'analyse cette façon de penser, moi j'ai l'impression que tu te dis que t'es plus malin que tout le monde et que t'as raflé la mise. Et le sous-entendu implicite, c'est un truc genre vous achetez des choses chères et moi j'ai économisé plus d'argent que vous. Vous êtes des pigeons alors que moi non. Je suis capable de plus de discernement que vous et je suis plus malin. Alors je te dis pas, si en plus les autres gens pas chers comme toi savent ce que je fais dans la vie, que le ciel me garde de leur faire un compliment sur leur chemise. Sinon je devrais lire dans leur regard à quel point ils sont fiers que moi, passionné de mode, ait été dupé par leur modeste chemise, que je leur envie d'ailleurs automatiquement puisque je la trouve jolie. Mais en fait, le problème avec ça, c'est que ça relève encore et toujours d'une vision du vêtement où tes seules raisons de t'habiller sont la validation d'autrui. En gros, ce qui t'intéresse, c'est uniquement d'avoir l'air de porter des vêtements dont la valeur ne serait pas distinguable de celle de vêtements plus chers. Et bah tu sais quoi, je te comprends. Et ouais, tu pensais peut-être que j'allais te faire la morale. Non, t'inquiète, ça viendra plus tard. Ouais, d'abord je vais te dire pourquoi je comprends. Voir le vêtement comme un pur symbole de statut social. Si la durabilité, c'est le niveau 0 de l'appréciation du vêtement, le niveau 1, c'est le statut social. Je porte une chemise blanche, je suis donc un homme prêt à travailler dans un job d'homme sérieux. Je porte une veste en jean, je suis donc un jeune homme décontracté, baignant dans une culture occidentale centenaire et je serai reconnu par mes pairs en tant que tel. À ce niveau-là, en fait, tu te dis que si le truc que tu mets, il ressemble à l'idée que tu te fais de la catégorie de vêtements à laquelle tu l'associes, ça fait le taf. Et tout le reste, c'est des conneries. Et t'es pas le seul à te dire ça. D'ailleurs, si tu veux voir une population qui est particulièrement sensible à la fonction sociale du vêtement, mais à rien d'autre, tu peux prendre, encore et toujours, les Américains. Et les mecs pensent tellement les vêtements comme des fonctions qu'ils ont quand même inventé et popularisé le Friday Wear. Donc on est vendredi, on s'habille à moitié comme si on était au boulot et à moitié comme si on allait se torcher dans un bar incessamment sous peu. Et sinon, le goût dans tout ça, non, il y a personne. Blague à part, et là je suis très sérieux, je sais qu'on vit dans un monde d'inégalité sociale et financière où les vêtements chers peuvent être perçus comme une violence sociale pour les gens qui n'ont pas les moyens ou simplement d'autres priorités. Et évidemment, on n'a pas envie d'être associé à cette violence sociale. Bref, je comprends ce point de vue, mais il faut que tu comprennes que le fait que tes fringues satisfassent cette vision et uniquement cette vision du vêtement ne te donne pas le crédit nécessaire pour tourner les autres en dérision. Sinon, il y a moi qui fais des blagues sur toi après. Parce que les vêtements plus chers répondent à des visions tout aussi légitimes, quand ils le sont pour des bonnes raisons. Et à propos de bonnes raisons en faveur de la qualité, en voici une assez facile. C'est plus joli, sérieusement. Et oui, la qualité, c'est souvent associé à des produits plus esthétiques. C'est un cumul de détails techniques qui, mis bout à bout, font que ta pièce n'a rien à voir avec celle d'à côté. Alors évidemment, ces détails, si tu les prends de façon isolée, ils paraissent triviaux. Bien sûr que le tricotage fully fashion d'un pull, à lui tout seul, ça va pas révolutionner ta tenue. Mais entre un pull entièrement tricoté, remaillé, bien coupé avec un point de tricot original, un fil dans une belle laine dotée d'une texture intéressante, agréable au toucher, avec des bords-côtes ni trop lâches, ni trop serrés, et un pull à la con, ça commence à faire une sacrée différence visuelle. Et multiplie ça par tout le nombre de pièces que tu portes, et c'est quand même une autre histoire. Et l'exemple le plus frappant, c'est les matières utilisées. Tu ne peux pas tricher sur les matières. Les beaux tissus et les beaux cuirs, ça se remarque, et le seul moyen d'avoir quelque chose qui y ressemble, c'est d'en payer le prix. À la limite, sur des fibres végétales comme le coton ou le lin, sur un modèle hyper basique, oui, là la différence est discrète, subtile. Dès que tu voudras un truc original, cependant, retour à la case départ. Ça coûte cher. Alors je te vois arriver avec le même raisonnement que tout à l'heure sur la durabilité. Oui, mais mes collègues et mes amis, ils verront jamais la différence. Ils sont pas malades de fringues comme toi. Déjà ça, t'en sais rien. Certes, les gens s'en foutent globalement de tes tenues et de ton style et ne passent pas leur temps à les analyser au quotidien.
Mais la réciproque de ce constat, c'est que s'ils trouvent quelque chose beau ou laid, ils peuvent tout à fait se réserver leur opinion et non pas à te le dire à longueur de journée. Et si vraiment tu veux penser en termes de comment le monde te voit, certes, peut-être que ton entourage n'y connaît rien, mais tu ne te doutes pas du nombre de portes sociales que peuvent ouvrir de plus beaux vêtements auprès des gens qui, eux, s'y connaissent un peu. Par ailleurs, il n'y a pas besoin d'être bac+10 en sapologie pour avoir un avis construit ou un œil averti. Entre les gens qui voient absolument que dalle et les gens qui remarquent tout, il y a toute une infinité de possibles entre deux. Par ailleurs, s'il est peut-être vrai que ton interlocuteur moyen n'est pas choqué par les fringues cheap, tu serais surpris d'à quel point il peut, en revanche, apprécier les fringues de belle qualité de façon presque semi-consciente. Tu entendras par exemple du « Hey, c'est joli ça, je crois, j'aime bien la couleur, enfin, pas la couleur, mais le tissu, je sais pas comment dire. » Et là, intérieurement, tu te rends compte de pourquoi t'as payé plus cher ton denim japonais à la super prise de lumière et au reflet indigo. Non, la personne n'est pas en extase devant la qualité de tes fringues, c'est pas le sujet. Mais la pièce a fait mouche. Et pourtant, la remarque peut venir de quelqu'un qui n'est pas particulièrement intéressé par le sujet. Maintenant, comme pour la durabilité, il existe des exceptions partout. Cette pièce assez soignée qui sort du lot chez une marque pourtant très cheap dans son allure, cette marque qui fait des souliers presque aussi beaux que chez Carmina, mais à la moitié du prix, cette autre qui fait des jeans selvedge en toile japp, les moins chers possibles. Mais même en admettant que tu sois capable de les dénicher et de n'acheter que ça, est-ce que ça veut dire que les belles marques plus chères n'ont pas de raison d'être? Tu votes avec ton portefeuille. Tu sais quoi? J'allais te faire une longue partie sur les conditions de travail dans certains pays, le respect des droits de l'homme, les catastrophes environnementales qui sont causées par le textile. J'allais t'expliquer que ton slibard H&M fait en Éthiopie contribue probablement au chiffre des 170 millions d'enfants à travers le monde qui continuent à être réduits en esclavage pour le secteur textile. Que ton cuir tanné au Bangladesh ou en Inde, sans forcément respecter les normes de sécurité et d'écologie, a de fortes chances de contribuer à la pollution des eaux et de détruire la santé des travailleurs. Que ton t-shirt 50% polyester rejette des particules qui endommagent l'écosystème des océans. Mais je vais pas le faire. Déjà, il y a des gens qui sont bien plus experts et renseignés que moi sur le sujet de l'écologie ou de la responsabilité sociale et qui du coup le feront bien mieux. Ensuite, tu vas vite voir, quand tu te renseignes, que c'est un tel bordel de complications qu'en fait ça servirait à rien de te dire telle marque bien, telle marque pas bien, achète ceci, achète pas cela. Et puis je te prends pas pour un con, Jean pas cher. Je sais que tu sais déjà tout ça. Et je sais aussi qu'au fond, c'est pas des arguments qui sont suffisants à eux seuls pour toi. Et en vrai, non seulement je te juge pas, mais t'es pas le seul. Si la misère du monde et le danger de la planète étaient des arguments suffisants pour faire renoncer à l'humain moyen à ses propres intérêts, est-ce qu'on serait en train d'avoir cette discussion? Non. Donc je vais te donner un autre type d'argument. Tes achats façonnent le marché sur lequel tu achètes. Voici une idée. Acheter deux produits très similaires, mais produits par deux acteurs différents, n'aura pas forcément le même effet sur le monde qui t'entoure. C'est-à-dire que si tu ne payes que des marques dont l'objectif est de reproduire une qualité X pareille qu'ailleurs, mais en moins cher, ce que tu soutiens, c'est certes des businessmen ingénieux, de très bons imitateurs, mais pas les gens qui tirent la qualité, le goût et la créativité vers le haut. Par exemple, c'est bien facile aujourd'hui de rigoler quand on achète une paire de Common Projects à 320 balles. Attends, 320 balles? Ah ouais quand même. Bon. C'est facile de rigoler, je disais, vu que National Standard, Artisan Lab, Svensson et en fait des dizaines et des dizaines d'autres marques ont repris plus ou moins bien ce design minimaliste qui est aujourd'hui standard pour le proposer à la moitié, voire même le tiers du prix. Et parfois, la qualité est quasi identique, comme je l'ai montré dans un article où je compare des Artisan Lab avec des Common Projects. Sauf que, sans Common Projects pour proposer l'idée au départ, tu serais encore avec tes sneakers à semelles anorexiques aux pieds comme en 2000. Et là tu peux me dire, ouais, mais moi les semelles anorexiques de l'an 2000, ça m'aurait très bien convenu si la mode m'avait pas obligé à aimer ce nouveau design. Alors déjà, t'arrêtes de faire ta victime de la mode qui pense que les tendances changent seulement par la main invisible de Satan et tu regardes l'épisode précédent. Et ensuite, oui, mais toi, maintenant, en 2019, si tu aimes le produit maintenant, tu respectes la marque qui a permis aux marques moins chères d'exister, même sans forcément l'acheter. Bon, après, respect, ça veut pas dire idolâtrie, et ça veut pas non plus dire que tu dois te laisser prendre pour un jambon. Genre, Levi's, oui, vous avez inventé le jean, merci beaucoup, c'est gentil, mais là, à mes yeux, vous avez épuisé votre karma de marque méritante à force d'utiliser votre image de pionnier bicentenaire du Far West américain pour vendre des jeans nazes, trop chers, plus du tout américains d'ailleurs, sur les 30 dernières années. Dernier exemple, et un exemple moins facile puisqu'on invente nous-mêmes les mérites régulièrement. Suit Supply, c'est hyper cool pour le prix.
On prend des très belles matières de costumes et de manteaux, on rajoute 2-3 détails qui donnent de la crédibilité sartoriale et on t'envoie tout ça être produit en Chine dans un atelier qui bosse bien tout en réussissant à garder des prix bas. Et visuellement, ça peut parfois tromper plus d'un amateur qui pourra confondre un de leurs produits avec un équivalent 2 fois plus cher ailleurs. Mais Suit Supply, ça n'existe et ça ne fonctionne que parce qu'il y a des gens ailleurs qui cherchent à préserver une culture et un savoir-faire sartorial et qui l'empêchent de se scléroser. Sans des petits labels français comme Husbands, des grands tailleurs italiens comme Caraceni, des marques qui continuent à insuffler de la jeunesse à ce très vieux style comme Lardini ou Kamoshita et toutes les dizaines et centaines d'autres que je ne peux pas prendre le temps de citer, est-ce que Suit Supply aurait une raison d'être? Est-ce qu'il y aurait quoi que ce soit à démocratiser dans le tailoring? Mon propos, ce n'est pas de te dire de n'acheter que chez l'un ou au contraire que chez l'autre. C'est plus de voir le marché comme un tout et de te rappeler que ce que tu continues à soutenir va continuer à exister et à grandir et que le reste périra. Le plaisir via l'investissement. Là, je vais te proposer ma dernière idée, mais attention, si t'es un peu fermé d'esprit, ça risque de te picoter. En fait, si t'achètes plein de fringues de merde, c'est pas parce que les fringues de qualité ne servent à rien, c'est parce que t'as pas appris à apprécier les fringues à leur juste valeur. Qu'est-ce qui te rend vraiment heureux quand t'as un vêtement? Est-ce que c'est vraiment qu'une question de quand est-ce qu'il va se trouer, combien de temps sa couleur va tenir, ou est-ce que t'es si beau que ça avec? Non, le truc qui te rend heureux avec une fringue, c'est que plus c'est beau et bien fait, plus tu sais pourquoi tu l'as acheté, et plus chaque matin, tu lui diras « Ah mon petit pantalon, tu sais que je t'aime bien quand même. Je sais pourquoi t'as un V d'aisance à l'arrière pour quand j'ai trop bouffé à Noël. Pourquoi et comment t'as produit en Italie, grâce à quoi ta flanelle de laine est aussi douce. Je t'ai payé cher, c'est vrai, et j'ai dû beaucoup m'enseigner. Mais au moins, je sais pourquoi. » Et là, attention, mon argument est le suivant. L'argent et l'énergie que tu investis à acheter et à dénicher tes vêtements et à réfléchir à tes achats sont la cause même d'une grande partie du plaisir que tu en tires. Ça te paraît absurde? Réfléchis 2 minutes. Peut-être que comme moi, tu joues aux jeux vidéo parfois. Si c'est le cas, tu sauras à quel point pour être fun, un jeu a besoin d'un juste dosage de difficulté, de contraintes et de frustration pour qu'ensuite la récompense qu'il apporte ait du sens. Un jeu au challenge correctement dosé t'apportera de longues heures de satisfaction, tandis qu'un jeu où tu appuies sur un seul bouton à répétition pour gagner t'ennuiera au bout de environ 15 secondes. Et c'est pareil pour un livre ou plein d'autres choses. Si je te fais lire Martine à la plage, passer tes 6 ans, ton cerveau ne sera absolument pas stimulé et tu vas me jeter le bouquin à la figure au bout de 5 secondes. Et donc, si toi et tous les autres gens qui achètent 10 daubes par semaine sur Asos ou AliExpress avaient développé un rapport de lassitude à vos vêtements, lassitude que vous utilisez pour justifier ces achats, ce n'est pas parce que les vêtements sont intrinsèquement un truc chiant que tu dois changer toutes les 10 secondes pour les kiffer. C'est parce que c'est la seule façon de faire que vous connaissez. Maintenant, je t'invite à fermer les yeux et à penser à cette pièce qui t'a fait rêver pendant des mois. Celle qui t'aura coûté un budget conséquent, que tu aurais dû prévoir à l'avance, mettre de côté. Et crois-moi, il va s'en passer du temps avant que tu oublies pourquoi tu l'aimes autant et le temps que tu as passé à la regarder sur toutes les coutures avant de l'acheter. Par contre, tu remarqueras que dans ce que je te dis, c'est pas qu'une affaire d'argent, mais d'investissement au sens plus large. Et c'est pour ça que j'ai un immense respect pour les gens qui prennent le temps de chiner en occasion. Même s'ils cherchent à payer moins cher, le temps qu'ils investissent et les efforts de recherche, ça c'est de la putain de passion. Et ça dénote d'un rapport sain à la fringue. Est-ce que ça te chamboule le cerveau, Jean pas cher? Ça devrait pas. Tu devrais savoir que les objets de notre monde n'ont pas de valeur intrinsèque et qu'en tant qu'humains, c'est nous qui leur donnons la valeur qu'ils méritent à nos yeux. Tu ne peux donc pas vouloir acheter des trucs sans y mettre ton temps, sans y mettre ton argent, qui est d'ailleurs une projection de ton temps vu le temps que tu passes à l'acquérir, et espérer tout de même que ces objets t'apportent une satisfaction durable. Parce qu'autrement, au moment où tu les achètes, ils n'ont littéralement aucune valeur pour toi. D'ailleurs, est-ce que tu connais des gens riches, mais genre vraiment riches? Moi, j'en ai connu quelques-uns. T'as déjà remarqué que souvent, alors qu'ils en ont largement les moyens, ils n'ont pas spécialement de goût pour les beaux vêtements, ni de démarche stylistique intéressante. Et que souvent, ils se foutent de la qualité de leurs fringues. Et c'est simple, c'est parce que pour eux, le vêtement, c'est trop facile. Ça n'a pas d'intérêt, c'est lassant, ça ne représente rien. Ils peuvent aller chez n'importe quelle maison de luxe et ressortir avec 3 tenues complètes. Du coup, ils déportent cette même pulsion très humaine, cette quête de sens à travers les objets, sur des objets genre des bateaux de 30 mètres ou des montres rares à 50 000 €. Et là, bizarrement, ils sont quand même passionnés, parce que même pour eux, ça vaut plus qu'une crotte de nez, quoi. Ma conclusion, c'est que les sources de plaisir matériel telles que les vêtements ne peuvent t'apporter satisfaction qu'à la hauteur de l'importance que tu leur donnes, de la curiosité que tu as pour elles, et des efforts que tu fais pour les obtenir. Et ça, en fait, c'est peut-être ce qu'on appelle avoir du goût.
et pas le fait que les trucs que tu portes soient meilleurs que ceux de Pierre ou Paul juste à côté de toi. C'est peut-être le fait de se questionner, d'avoir une démarche, de chercher des qualités aux choses au-delà de celles qui se révèlent dans la pure fonction immédiatement apparente. Et toi, dans le fond là, Jean Séduction, je te vois venir. Si tu te demandes pourquoi les fringues peuvent rendre les gens plus séduisants ou plus charismatiques, c'est pas juste parce que ça leur donne l'air plus beau ou plus riche. Non, c'est parce qu'ils portent constamment sur eux le message d'un esprit éveillé, curieux, qui cherche constamment du sens aux choses qui les entourent. Et ça, pour les hommes comme pour les femmes, quand ils savent le voir, c'est putain de sexy. Et dans un monde où tout est délocalisé, où les enfants travaillent encore et où on met en danger la planète pour nos vêtements, si ton bon goût peut contribuer à diminuer ces phénomènes, à soutenir la créativité et l'innovation, à soutenir des économies respectueuses des droits de l'homme et à ne pas racheter des fringues trop souvent parce qu'elles durent pas, moi je dis, c'est pas mal, non? Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like si la vidéo t'a plu, ou à lâcher un petit dislike si tu as pris ma tentative de te faire réfléchir comme une attaque personnelle. Et oui, comme d'habitude, vos commentaires, même les plus critiques, sont ma plus grande source d'inspiration. Et puis, si tu m'aimes bien et que t'es gentil, eh ben, sache que moi aussi je t'aime. Ah, et la cloche là, c'est pour être sûr de rater aucun sapristi. Clique, c'est pour ton bien.